Voilà, monsieur, bonsoir. 2 heures de débat autour des questions d'actualité que nous avons choisi de partager avec vous ce soir et nos panélistes pour nous éclairer dans l'analyse et les commentaires. 21h, 23h, carte sur table, un léger retard, nous nous en excusons. Il est indépendant de notre volonté. 2 thèmes ce soir. D'abord, on dira un mot sur la presse et liberté. Ce sera en sortie d'émission. Pourquoi le Cameroun recule-t-il par rapport à l'année dernière? Vous le savez, le Cameroun a perdu encore une place sur le classement des libertés en matière de liberté de presse et d'expression. Classement souvent établi par Reporters sans frontières. On en parlera donc tout à l'heure. Mais d'entrée, d'un moment à l'autre, on va démarrer par cet autre thème. Maurice Kamto, Christian Penda Ekoka. Comprendre la divergence autour de Survie Cameroun, vous le savez. Cette opération lancée à l'époque par Maurice Kamto pour apporter sa contribution dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 qui, comme vous le savez, a sévi à travers le monde entier depuis l'année dernière. Et à cette occasion, Maurice Kamto avait désigné comme gestionnaire de l'opération Christian Penda Ekoka. Depuis quelques semaines, quelques jours déjà, la polémique entre les deux personnalités enfle autour de la gestion de cette opération-là, des audits et contre-audits font grincer les dents. Ce soir donc, on va essayer de voir plus clair autour de cette question avec nos panélistes. D'abord, Jacques Bertrand, il est du PCRN. Bonsoir Jacques Bertrand. Bonsoir Monsieur Dipita, bonsoir à vos téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous écouter ce soir. Bonsoir à l'ensemble des copanélistes. Bonsoir aux militants et sympathisants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Je fais un clin d'œil à ceux-là qui sont du côté de Macaque parce que le 7 mai prochain, ils recevront 2 pirogues qui ont été offerts par le président national, Cabral Libi, après un constat. À l'issue également d'une collecte. On revient tout à l'heure, vous ferez la promotion de votre... Oui, après un constat qui a été fait de ce qu'il manquait un bac pour l'achat. Vous avez publié, vous avez rendu public les opérations de collecte. Vous savez, nous au PCR, nous sommes transparents. Chaque fois que nous organisons une collecte, non seulement nous rendons public les montants, mais aussi la liste des souscripteurs. Et parce que quand on est en politique, on doit être sérieux, on doit être transparent. Donc les populations de Macaque seront désormais heureuses à partir du 7, puisqu'elles auront 2 pirogues qui pourront leur permettre de vaquer normalement à leurs occupations. Parce que nous, c'est l'humain que nous mettons le débat n'a pas commencé, nous sommes à l'entrée de l'émission. J'espère que vous n'allez pas garder la parole comme ça tout le temps. Non. Voilà. Maître Achille Lejo, bonsoir. Bonsoir mon cher Dipita, bonsoir au copanel, bonsoir également aux fidèles de ce programme. Salutations militantes à tous mes camarades combattants SDF qui nous regardent maintenant. Merci pour cette autre opportunité de permettre au Parti de l'Espoir, le SDF, de pouvoir se prononcer sur ces débats d'actualité. Vous êtes du SDF, vous l'avez dit, merci de cette amitié renouvelée. Hervé Emmanuel Combe, bonsoir. Bonsoir, député. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes du RDPC, et puis enfin, je dis bonsoir à Max Wabo, qui est du MRC. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir également aux différents panélistes et à tous ceux qui nous regardent. Évidemment que nous avons souhaité avoir sur le plateau un représentant du mouvement Agir. Vous savez, ce mouvement créé et conduit par Christian Penda Ekoka, malheureusement, pour l'heure, ils ne se disent pas disposés à lancer une campagne de communication autour de cette opération-là. Donc, ils s'excusent grandement de ce qu'ils ne peuvent pas être là ce soir. Et certainement qu'on aura l'occasion de les avoir à l'occasion pour d'autres émissions, pour éviter de me redire. Cela dit, avant peut-être d'entrer dans le débat, messieurs, vous le savez certainement comme moi, nous avons appris aujourd'hui la disparition des suites de maladies de l'ancien Premier ministre Simon Achidi Yachou, Premier ministre au cours des années 92 à 80, pendant les années 92-96, période assez rude en termes de débat autour des questions de démocratie. On va peut-être en dire un mot. Hervé Emmanuel Combe, membre du bureau politique du RDPC, Simon Achidi Yachou, c'est quand même un ancien cadre. Il a été ministre à l'époque, dans les années 72, je pense bien. Ministre de la Justice. Voilà.
Oui. C'était un grand militant, un grand patriote. Et on peut dire que c'était un homme d'État aussi, parce qu'il a été en prise aux affaires à un moment où ce n'était pas donné. Donc il a apporté sa contribution dans l'évolution et le développement de notre démocratie qui est toujours en construction. Et je voulais rendre hommage à sa mémoire et surtout manifester ma compassion pour les siens et tous les militants du RDPC, surtout mes camarades de la MESAM de tout le Nord-Ouest. 9 avril 92, 19 septembre 93, c'est exactement la durée de son, je vais dire, mandat. C'est vrai que c'est pas électif. Au niveau de la primature. Vous en direz un mot également, Maître Ledio, parlant de Simon Achidi-Achou. Effectivement, mon cher Dipita, il faut retenir que avant de dire quoi que ce soit, je voudrais ici m'incliner devant sa mémoire, présenter mes condoléances à sa famille nucléaire durement éprouvée sans doute, à sa famille politique. Ce grand homme d'État, l'on retiendra qu'il a été le tout premier anglophone à occuper le poste de Premier ministre du Cameroun unifié. Et je retiens également de lui cette célèbre phrase politique Nandjangi. Et puis, sur le plan politique, effectivement, la dernière tontine qu'il avait bénéficiée était celle du poste du président du conseil d'administration de la Société nationale d'investissement, SNI, qu'il a occupé jusqu'en, je crois, octobre-novembre 2020. Je retiens également de ce haut commis de l'État que c'est sous son magistère qu'a éclaté cette fameuse, cette scabreuse affaire de coup de cœur en faveur des Lions indomptables qui, à l'époque, en 1994, était justement engagé dans la Coupe du Monde aux États-Unis. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui aura marqué son passage sur la scène politique et nos condoléances renouvelées à sa famille nucléaire. Jacques Bertrand, Simon Achidi-Achou, je le rappelle, a été nommé ministre délégué à l'inspection d'État, c'était en 1971. Il assume le poste de ministre de la Justice, il l'a dit, durant la période allant du 3 juin 1972 au 30 juin 1975, et puis Premier ministre du 9 avril 1992 au 19 septembre 1993. Un mot? C'est un homme d'expérience qui meurt, c'est un homme de grande qualité pour ses amis militants et sympathisants du RDPC. C'est un haut commis de l'État. Il a été une figure de proue dans la zone du nord-ouest, du sud-ouest. Il était très respecté de ce côté-là. Je ne peux qu'adresser mes sincères condoléances à sa famille biologique et je n'en dirai pas plus. Max Mabo. Je ne peux que m'incliner devant sa mémoire, effectivement, adresser les sincères condoléances d'abord à sa famille biologique, ensuite à son parti. Voilà ce que je peux dire concernant son décès. Voilà, nous associons évidemment notre voix à tous ceux qui ont une pensée pour Simon Achidi-Achou ce soir, en guise d'hommage. Transition et puis on rentre dans le débat. Alors l'interrogation est là ce soir. On va peut-être revenir d'abord avec vous, Marc Swabo. Y a-t-il un problème, de façon, je vais dire lapidaire comme ça, peut-on dire aujourd'hui qu'il y a un problème entre Maurice Kamto et Christian Pédé-Koka? Non, écoutez, c'est vrai que je suis un peu embarrassé lorsqu'on me pose une telle question parce que jusqu'ici, je pense pour ma part que ces deux hommes que je respecte, d'abord de par leur parcours, de par leur expérience, de par ce qu'ils représentent dans la société camerounaise. Donc maintenant, la question de savoir est-ce qu'il y a un problème entre, vous avez dit, entre Maurice Kamto et Christian Pédé-Koka. Non, je ne pense pas qu'il y a à proprement parler un problème. Je pense que je ne voudrais pas peut-être qu'on pousse un peu loin. Je peux penser peut-être qu'il peut avoir peut-être
un problème d'incompréhension. Mais je reste convaincu justement que c'est quelque chose qui peut se résoudre aisément. D'accord. Simplement. Ouais. Cela, nous parlons donc explicitement de ce qui se passe depuis ces dernières semaines. On a pu voir que au cours du mois de novembre dernier, le 27 janvier, d'abord, a été publié un rapport d'audit. C'était le 27 janvier 2021. Un communiqué de Christian Penday-Kokar qui, évidemment, revient sur un certain nombre d'éléments concernant l'opération SCSI et puis qui relevait un certain nombre de manquements dans le cadre de cette opération-là. Et à la suite de cela, on a pu observer comme s'il y avait une dissonance entre ces deux leaders-là. Bien. D'abord, je voudrais observer une chose qui m'embarrasse. À un moment donné, on a dit que l'initiative lancée par le professeur Maurice Kamto était une initiative illégale, mais j'observe tout simplement que ce qui était taxé d'illégal, aujourd'hui, on semble s'intéresser à l'audit de ce côté. J'ai envie de me dire, mais il y a eu beaucoup d'événements au Cameroun qui auraient pu justement susciter qu'il y a l'audit. Nous avons la fameuse CAN, nous avons même le Covid, il y a un ensemble de choses, mais je suis un peu surpris que ça soit justement la gestion de cette initiative qui pose véritablement problème. Je voudrais bien que peut-être comprendre, encore que tout est possible, que grâce à l'initiative Survie, les Camerounais aujourd'hui ont au moins intégré une notion, la notion d'audit. Même si dans le fond, il faut peut-être leur apprendre ce que c'est que l'audit. Non, vous faites sérieux. En réalité, oui, j'ai lu le communiqué de M. Christian Penday-Kokar. Oui, il a fait un communiqué. Je crois qu'il a même commis également un cabinet d'audit. Voilà. Et je crois qu'il a rendu justement public justement le rapport du cabinet d'audit qui avait été commis. Mais il ne faudrait pas qu'on fasse... L'audit n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est-à-dire que quand on déclenche un audit, il peut avoir des soucis quelque part, et parfois dans la gestion des fonds, seul parfois un audit justement permet d'apporter certaines clarifications. Donc, M. Christian Penday-Kokar, il a abattu un travail déjà que je salue déjà. Ce n'est pas un travail négligeable. J'ai dit c'est quelqu'un qu'on respecte, il a battu un travail. Le cabinet qu'il a commis pour cet audit a fait un rapport et je crois que ce cabinet a conclu. Ah bon, c'est vrai que dans ce rapport, on n'avait pas, comment dirais-je, on n'avait pas des conclusions de manière directe. Parce que le cabinet, à la conclusion, ils ont émis des pistes qui pouvaient être des pistes d'analyse, parmi lesquelles ils ont estimé qu'ils pouvaient justement avoir un bug informatique. Je crois que c'est le rapport également, le rapport de Christian Penday-Kokar, en fait, le cabinet qui avait la charge, qui était mandaté par lui, faisait allusion à cela. Mais seulement d'un autre côté, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit des fonds des Camerounais. Alors, s'il y a problème à ce niveau, l'essentiel n'est pas seulement de dire qu'il y a eu un bug informatique. Si vous le dites en audit, vous n'êtes pas en train justement de dire vraiment où se trouve le problème. Et de ce point de vue, il est donc normal que si on s'arrête à ce niveau, vous laissez justement les Camerounais sur leur soif. Il faut donc savoir, oui, d'accord, s'il y a bug informatique, qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qui s'est passé après ce bug informatique. C'est pourquoi, à un moment donné, pour répondre aux exigences des Camerounais, parce qu'on avait la notion de rendre compte, le professeur Maurice Kamto, qui était l'initiateur j'ai envie de dire, disons comme ça, du projet, a trouvé justement bon qu'il fallait justement creuser un peu plus loin. Parce que quand on lisait quand même le rapport du cabinet choisi par M. Christian Penday-Kokar, ils étaient arrivés à un stade où ils semblaient bloqués. Je veux dire, quand vous dites à quelqu'un que ça peut être un bug informatique et vous ne développez pas, très rapidement, on comprend. Ils ont eu raison. Ils ont dit qu'ils n'ont pas eu accès à un certain nombre d'éléments pour pouvoir poursuivre leurs investigations. Ça, je pourrais me prononcer là le moment venu. Bon, pour dire carrément que quand vous dites qu'il y a un bug informatique, d'accord, et que c'est des fonds qu'on manipule, à un moment donné, si on arrête à ce niveau, ça veut dire que le but, il n'y avait pas une raison d'être de faire cet audit. On veut savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Si vous dites qu'il y a bug informatique, il faut donc pousser plus loin. C'est ça aussi le rôle de l'audit. Donc, le professeur Maurice Kamto a donc commis également trois cabinets
je crois que c'était 2 Hollandais et le cabinet des Indiens, qui justement ont également fait un travail un peu plus approfondi que le premier cabinet peut-être. Je veux dire, ils sont allés un peu plus au-delà, parce qu'au-delà de déclarer justement qu'il y avait un bug informatique, ils ont quand même essayé justement de creuser plus en profondeur. Et là, donc, ils nous ont fait comprendre qu'il y avait justement 91 donataires. Ils nous ont fait comprendre également que le problème se posait au niveau de la plateforme. Et je crois également que le cabinet américain qui a mis sur pied cette plateforme a bel et bien expliqué que cette plateforme était conçue justement pour recevoir des valeurs en monnaie en euros. Alors, une fois qu'une plateforme est conçue pour recevoir une monnaie en euros, il est donc évident que les autres monnaies qui vont arriver autres que l'euro peuvent se trouver... Un décalage de virgule. Oui, bon, il peut avoir. Et puis, quand on parle même de décalage de virgule, faisons un peu attention. Vous voyez, dans le système, francophone, vous voyez que si on veut écrire 4000, moi j'écrirai 4000, je vais dire 4, je vais mettre point, je vais mettre 3 zéros. Alors, mais si vous allez chez l'anglophone, il aura tendance d'écrire 4, virgule, il met 3 zéros. Ça fait que lorsque vous regardez parfois ça... Pardon? 2 ou 3. Je ne sais pas bien. Non, allez-y, allez-y. Je vais tout simplement dire... Pour un financier, là, tu fais vraiment du sport. Non, ils mettent la virgule. Et du coup, parfois, quand on analyse ces autres-là, vous pouvez vous poser un ensemble de questions. Bref, pour faire simple, la plateforme a été conçue pour recevoir des valeurs en euros. Et on a eu donc des valeurs étrangères telles que la livre sterling et telles que le dollar, qui pouvaient poser un problème de convertibilité. Et on arrive quand même à expliquer, parce qu'on ressort quand même 91 donateurs, et on ressort ces valeurs qui correspondent effectivement à l'écart qui aurait été annoncé. Jacques Bertrand, vous, quelle appréciation faites-vous de tout cela? Bref, je vais dire que moi, je ne serai pas dans une gymnastique, comme a été en train de faire tout à l'heure le représentant du MRC sur ce plateau, parce qu'il a dit beaucoup de choses, mais j'ai essayé de comprendre, je n'ai vraiment pas compris. Pour faire plus sérieux, quand on est en politique, je pense qu'on doit pouvoir être crédible. On doit pouvoir être crédible dans la mesure où, lorsqu'on engage une opération qui fait en sorte que des gens mettent leur argent dans une histoire, ils doivent pouvoir avoir une traçabilité sur ce qu'ils ont dépensé, et ainsi de suite. Moi, je vais m'appesantir sur les faits. Les faits, c'est quoi? C'est que il y a le responsable de l'initiative, alors celui qui était à la tête de l'initiative Suivi Cameroun, M. Pendai Koka, qui était à la... Pendai Koka, il est gestionnaire. Gestionnaire. D'accord. Le gestionnaire dit que ce que l'ensemble de tous ceux qui ont travaillé sont en train de dire est fou. C'est-à-dire, il dit qu'il y a un bug, il ne comprend pas, il dit que c'est de la blague. Moi, je me limite là. Je comprends donc qu'il y a problème. Parce que tout à l'heure, vous avez demandé au représentant du MRC, est-ce qu'il y a un problème entre M. Pendai Koka et son allié, il dit qu'il n'y a pas de problème. Non, si M. Pendai Koka dit que le bug est une blague, ça veut dire qu'il ne croit pas au bug. Et s'il ne croit pas au bug, il est bien placé pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose de pas traçable, de pas lisible dans cette affaire. Moi, j'aurais été très à l'aise si, sur ce plateau, il était question de discuter de la vision, des missions, de l'action du PCRN. Là, je vous aurais dit que, voilà, nous engageons... Vous avez été tenu informé de la thématique ce soir. Oui, on va pas faire c'est une manière polie pour moi de ne pas vouloir tirer sur le MRC, parce que vous savez, nous... Il y a des Camerounais et des étrangers qui sont mobilisés pour une opération. Aujourd'hui, les principaux acteurs de l'opération donnent des signes d'interrogation. Il est donc logique et normal que nous également, qu'on puisse permettre à ces Camerounais de décrypter. Donc, on n'est pas là pour tirer sur qui que ce soit. Le PCRN est un parti d'opposition. Notre principal adversaire sur le plan politique, c'est le RDPC. D'accord. Maintenant, nous pouvons... Bien sûr, le RDPC, c'est logique qu'il soit notre principal adversaire sur le plan politique parce qu'ils sont à la tête du pays et nous aspirons à gouverner ce pays par des voies traçables et démocratiques. Donc, pour finir, ce que je veux dire, c'est que chaque fois que les montants de l'argent a été engagé pour une initiative d'un parti de l'opposition, il est important que ce soit clair, que ce soit traçable, que la clarté soit au rendez-vous. Maître Ledjo, vous, quelle appréciation faites-vous de cette situation, avant qu'on ne rentre dans les détails? Oui, justement, malheureusement,
pour essayer de circonscrire mon intervention, parce qu'en réalité, pour apprécier, il faut déjà comprendre ce qui s'est passé. Je crois que c'est l'objet même, comprendre la divergence autour de cette initiative. Si vous permettez, je vais tout simplement commencer par dire que une fois invité sur ce même plateau, j'avais dit que l'initiative Suivi Camon était une très belle initiative. Une action une collecte d'aide humanitaire qui valait tout son pesant d'or. Mais seulement, l'allure qu'avaient pris les choses ne laissait pas de bon augure. Aujourd'hui, nous sommes là. Monsieur Penda Ekuka, qui, comme ça, de façon très solide, dit que tout ce que les autres racontent, c'est de la blague, c'est gravissime. Ça risquerait faire dynamiter la digue de la résistance que ce parti entend mener. Donc, je suis très gêné quand il s'agit de parler d'une initiative d'un parti politique de l'opposition, mais je vais m'y exercer parce qu'il s'agit là d'éclairer la lanterne des Camerounais, des téléspectateurs, beaucoup plus des donateurs de cette, je veux dire, qui ont répondu favorablement à cette initiative. Alors, il faut tout simplement dire que moi, je ne vais pas axer mon analyse sur le débat relatif à l'ingénierie informatique. Les thèses développées et qui soutiennent l'existence d'un bug informatique ou pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'oriente mon analyse sur l'audit. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par audit et pourquoi on en arrive là? Pour faire simple, quand un donateur mettait son argent, c'était reçu par quel compte? C'était reçu par un compte PayPal et Stripe. Et la plateforme informatique jouait le rôle de masque. Ça masquait tout simplement ces organes financiers-là. Ce sont les comptes qui recevaient l'argent d'un donateur X. Et pour avoir accès, pour savoir combien a été collecté, combien a été reversé à M. Ekonka dans son sous-compte, il faut avoir accès à ces comptes-là. C'est justement pourquoi les audits ne peuvent pas nous éclairer, surtout les audits, ça c'est mon expression, les audits ad hoc, c'est-à-dire les audits qui sont commandités par le MRC. Ce sont les audits qui ne pourront travailler que sur la base des documents que le MRC leur donne. Et par conséquent, on peut vous taxer de bien vouloir orienter l'audit vers ce que vous voulez. Donc nous pensons que si l'auditeur n'a pas accès à ses comptes, il ne pourra pas avoir la véracité de ce qui, a été collecté. Et il faut dire aux téléspectateurs que M. Ekoka et son équipe ne collectaient pas l'argent de Suivi Cameroun. M. Penda Ekoka recevait l'argent directement dans un sous-compte de M. Henri Ndjoko et son équipe. Et c'est M. Henri Ndjoko qui jouait le rôle d'interface avec les donateurs. Entre M. Ndjoko et les donateurs, il y avait un viaduc qu'on a appelé ces organes financiers PayPal et Stripe. Donc, pour ma part, je prends le MRC et tous ceux qui ont géré ces comptes ont l'obligation aujourd'hui, du moins morale, de nous dire toute la vérité autour de cette affaire. Tous les audits que M. Kamto et autres commanditent, pour moi, ça c'est de l'enfumage. Vous devez rendre compte si vous vous sentez vraiment dans cette obligation. Et pour rendre compte, je suis pour ceux, et je suis pour cette thèse qui soutient un audit judiciaire. Un audit judiciaire, ce serait cet audit chapeauté par un juge. Et là, par une ordonnance, par une décision, aura accès à ces comptes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si M. Ndjoko ne vous donne pas les passe-codes,
vous ne pouvez pas avoir accès à cela. Donc, bug informatique ou pas, c'était juste une passerelle. D'accord. La plateforme informatique est une passerelle. L'argent n'est pas déposé dans la plateforme, c'est déposé dans un compte. Ce compte est géré par ceux qui remettaient directement l'argent à M. Ekoka, qui pour les actions sur le terrain. Donc, pour laisser la parole à un autre panéliste, je pense et je soutiens que les gestionnaires de cette initiative, l'équipe de M. Henri Njoko doit effectivement jouer sérieux, car il s'agit de la crédibilité d'un parti politique d'opposition, le MRC, qui est en jeu. Il ne s'agit plus de leur crédibilité. Même si le MRC se défend en disant qu'il n'était pas engagé dans cette opération, que c'est plutôt Maurice Kamto en tant que citoyen qui l'a initié. C'est encore là de l'enfumage pour ceux qui soutiennent cela. Pourquoi? Je vais vous dire, qui est celui qui démet le représentant MRC Europe de ses fonctions relativement à la gestion? Voilà, donc nous pensons que les Camerounais ne sont pas bêtes. Nous voulons tout simplement que si vous avez reçu un seul 5 francs des Camerounais ayant fait appel à leur générosité, vous devez rendre compte si l'obligation vous incombe tout simplement. Hervé Manuel, comme d'entrée, votre première lecture de ces faits-là? Mais écoutez, j'ai plusieurs lectures. C'est tout simplement... je vois qu'il y a une grosse opération d'enfumage. Et je voudrais ramener un peu les choses au centre. Nous sommes dans un état de droit et la loi sur le financement des partis politiques existe. Il faut voir dans quelle mesure certaines opérations faites par les partis politiques, et il n'y a pas que le MRC, hein, il y en a eu d'autres avant, respectent la loi. Il est strictement interdit des financements de l'étranger. Maître, je passe sur votre contrôle. Bon. Deuxième niveau, l'appel à la générosité publique est encadré par la loi dans ce pays. Et cela impose un minimum de transparence. Vous comprenez? Bon. Troisième chose, il n'existe pas, et chacun doit rester dans son métier, il n'existe pas un audit. En matière de banque et de finances, on dit les audits. Est-ce que c'est l'audit juridique, l'audit financier ou l'audit social, sanitaire qui sont commandés par les uns des autres? Je ne comprends pas. Mais mon mot introductif devait d'abord revenir à ceci. Ce qui se passe démontre la limite de certaines associations dans ce pays. Nous sommes là devant une coalition de causes qui a mis en association des gens à contre-nature. Parce qu'il se trouve que je connais au moins bien un. Et je voulais rendre hommage à Paul-Éric Kingé parce qu'il aurait pu être embarqué aussi dans cette affaire. Soyons sérieux. L'opération Survie Cameroun est une opération MRC menée par M. Maurice Kamto. Et il sollicite son ami, entre guillemets, pour s'en occuper. Donc il sous-traite. Mais en finance, celui qui commande l'audit s'appelle le prescripteur. Et qu'on ne peut pas être prescripteur de l'audit d'une affaire qui appartient au MRC. Il a prêté de façon officielle ou clandestine sa main-d'œuvre pour la réalisation d'opérations. Vous comprenez? Ça veut donc dire, et c'est là que je me réjouis de l'explication de Maître Ledio. Et puis, se trouve que j'ai vécu dans le pays où se trouve M. Njoko. En France, il existe ce qu'on appelle le secret bancaire. Est-ce que les comptes qui recevaient l'argent des donateurs sont des comptes de M. Njoko ou les comptes d'association? Là encore, il y a un problème juridique. Les banques françaises ne reçoivent pas l'argent des étrangers pour des objectifs qui sont en plus hors du territoire français. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Association MRC France. Absolument, très bien. Ça veut donc dire que M. Kamto, s'il veut faire court et vite et faire un peu de transparence, encore que je suis sûr qu'il ne pourra jamais la faire à 100%, je vais vous dire les détails plus tard, il suffit simplement de demander à M. Njoko de sortir son relevé de compte, qui va dire le montant exact qu'il a perçu, si c'est ce montant qui est en cause. Je crois qu'il y a aussi des donateurs qui étaient ici. Mais bon,
mais il paraît que le problème est surtout sur les donateurs en Europe. Il va donner le nom le montant, et au besoin, là, si c'est l'audit judiciaire, on va lui imposer de donner les noms de ces donateurs. Parce que les donateurs peuvent aussi dire qu'ils en ont donné plus ou moins que ce qui est déclaré. Donc on entre là dans une affaire qui peut relever l'escroquerie. 4e, 5e niveau. Il va être prouvé très rapidement que ce n'est pas le total de ce qui a été collecté qui est arrivé dans la gestion de M. Koka-Ipena. Pindé Koka, c'est mon ami, en plus j'oublie son nom. Il s'est tellement éloigné de moi. Ce n'est pas la totalité. Mais maintenant, là, on entre dans des relations qui ne nous concernent pas, au nom de quoi il peut demander à Moïse Kamto de lui donner la totalité de l'argent qui a été collecté. À moins qu'il fasse une dénonciation en disant que cet argent n'était pas pour l'objectif qui était public, la lutte contre le corona, mais a été plutôt utilisé pour financer le MRC. Là, on entre dans quelque chose qui relève de l'ordre public. Maître, est-ce que je vais... Effectivement. Bon, donc nous ne sommes qu'au début. Ceux qui prennent ça comme un amusement et qui se mettent à nous enfumer en disant ceci, cela, nous ne sommes qu'au début. Et, ben, écoutez, quand vous donnez des leçons de transparence aux gens, il faut vous les appliquer vous-même. Vous comprenez? On voit que beaucoup sont rattrapés et beaucoup de gens récoltent de l'argent qui est destiné à faire autre chose que l'objectif politique. D'ailleurs, il est interdit de faire appel à de l'argent, à l'épargne, pour faire des objectifs politiques, parce qu'on ne me donnait pas la garantie. Merci, et cet argent peut être utilisé pour acheter des armes ou pour amener des campagnes antinationales. Je crois que Marx, qui va reprendre la parole, le dira mieux que moi. Jusqu'à présent, je le redis, tout au moins pour la forme, le MRC se détache de cette opération-là. Cela dit, Marx, je vous relance certainement que vous aurez des réponses. C'est leur déclaration. Pour la forme, il faut que je la rappelle. Oui, c'est ce qu'ils disent. Cette déclaration. Oui. Mais pourquoi ils appellent au Vous allez certainement réagir à ce qui a été dit, mais je voudrais puisqu'on évolue dans l'émission. Alors, le 20 novembre 2020, Christian Pindé Koka commence à attirer l'attention des donateurs sur un certain nombre de faits. Août 2020, la plateforme marque une collecte ou alors affiche un solde de 1 100 000 €. Ça fait exactement 1 milliard. Jusqu'en novembre 2020, les techniciens ne semblent toujours pas au fait du bug informatique qui va être estimé plus tard. Je vais dire comment ça s'explique. Est-ce que ces informaticiens, je reviens sur la question. Est-ce qu'on pourrait parler de bug? Parce que c'est on y arrive. C'est du n'importe quoi. Moi, je suis banquier. C'est introduit. Voilà. Je reprends également l'un des éléments que Maître Ledieu a évoqué tout à l'heure. Est-ce que les auditeurs ont eu accès au compte? Ou alors, ont-ils audité simplement sur la base des éléments, des déclarations que leur ont apporté ceux qui étaient autour de l'opération? Pindé Koka se défend d'avoir pas été contacté en plus. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Hein. Oui, dites-nous. Je suis très embarrassé. Très embarrassé parce que... non, soyez rassurés. Hein, quand je dis que je suis embarrassé, c'est par des choses que j'entends. Vous voyez, quand j'écoute le représentant du SDF, il parle avec une certaine violence, mais j'ai le sentiment qu'il aurait eu des informations sur la base du Congo-Ça. Excusez-moi l'expression. Venez dire ici que le cabinet qui était justement qui avait été sollicité par M. Christian Pindé Koka n'avait pas accès au compte. J'ai dit, mais c'est très grave. Moi, quand vous allez sur le site, le cabinet vous dit bien, on a eu accès au compte bancaire. Ils vous disent accès historique des mouvements bancaires, des comptes PayPal et Strip. On vous dit accès historique des mouvements bancaires, des comptes dédiés à l'opération. C'est le cabinet qui le dit. Le cabinet cite la liste des éléments dont on a mis à leur disposition. Donc je voudrais tout simplement dire que on décide de faire une analyse. Peut-être on sait dans quel intérêt on est venu sur ce plateau, mais moi je ne suis pas venu me livrer à du Congo-Ça. Moi je dis bien, si on me dit que c'est de l'argent, c'est de l'argent. Et il faut donc que quand on prend une analyse, soit je n'ai pas suffisamment d'éléments pour analyser, auquel cas je m'étais, mais on ne vient pas ici dire qu'on veut éclairer la lanterne des Camerounais et on dit n'importe quoi. Non. Le cabinet, sollicité par Christian Pindé Koka, a bel et bien eu accès aux historiques bancaires.
Ça, c'est clair de ce côté. En amont. Ouais. Bien, de l'autre côté maintenant. Ce qu'il dit, c'est pas ça. C'est pas vrai. Je vous en prie. C'est pas ça. Laissez-le poursuivre. Oui, Vous aurez le temps. Oui, laissez-le Je vais poursuivre. lui donner quelques éléments. Oui, vous allez réagir. Laissez-le poursuivre. Allez-y, Max. Alors, d'un autre côté, mon ami du PCNR, c'est ça? Il fait exprès. Voilà. Non, Il fait exprès. J'ai souvent, voilà. Il connaît Il fait exprès. Il fait exprès. Je ne vais pas vous répondre maintenant. Alors, donc, lui, il a fait une observation qui, pour moi, également, relevait de l'irréel. Parce que vous avez quelqu'un qui vous dit, M. Penda Ekoka dit qu'il ne croit pas en cela. J'ai envie de dire une chose. Si on provoque justement un audit, peut-être, on veut auditer peut-être sur le compte de M. Wabo que je suis, si on audite mon compte et on dit il y a eu telle chose, si vous dites que vous ne croyez pas à cela, je crois qu'il faut également opposer un autre audit. Là, on peut justement parler. Parce que l'audit obéit à une démarche scientifique. Donc, il y a une technique quand on fait l'audit. D'accord? Alors, on ne peut pas venir dire que voilà telle chose qui s'est passée et que quelqu'un vient nous dire, par exemple, que M. Penda Ekoka a dit qu'il ne croit pas à cela. Ce n'est pas une histoire d'église de réveil. Ce n'est pas une histoire de croyance. Un médecin me consulte et me dit, vous êtes atteint de la rougeole. Si je veux dire que je ne suis pas atteint de la rougeole, je dois pouvoir me faire consulter par un autre médecin et en ce moment-là, on peut au moins se confronter les deux résultats des médecins. À partir de là, on prend une position qui est claire. Mais si d'un côté, il y a un médecin qui a fait son rapport pour dire qu'il a la rougeole, et d'un autre côté, quelqu'un dit il n'a pas la rougeole, mais vous voulez que je m'en tienne à quoi? Monsieur Hervé, si on nous dit quelqu'un a volé 100 000 des caisses, il faut bien qu'on apporte des éléments de preuve. Absolument. Alors, lorsqu'on a des éléments de preuve, justement, on constate. Mais si vous venez nous dire sur la base du Congo-Ça, moi, ça me posait problème. Je prends... Moi, ça Non, pas du tout. Au contraire, quand je parle de Congo-Ça, soyez rassurés. Hein, je prends cette expression de vous parce que vous parlez souvent de Congo-Ça à niveau. Ça, au moins, cette expression, je la prends de vous. Et j'aime bien prononcer cette expression. Écoutez, je prends un autre exemple pour avancer. Vous avez, au soir, en fin de journée dans une entreprise, laquelle je vais prendre au niveau de la banque, par exemple, vous avez une caissière, justement, on fait son procès verbal de caisse, on arrête sa caisse en soirée, et on vous dit justement qu'il y a un manquant de 100 millions. On dit qu'il y a un manquant de 100 millions. Bon, alors, quand on dit qu'il y a un manquant de 100 millions, ça serait léger pour un chef d'entreprise, ou bien pour un décideur, de dire directement qu'il y a eu détournement. Il faut donc regrouper toutes les opérations qui sont passées dans cette journée, et c'est où le contrôleur ou le comptable devrait pouvoir justement pointer les opérations dans le livre journal. Avant de pour savoir, je vous en prie, allez-y. Au moins, ça va permettre de savoir, de donner une explication réelle à ce manquant. Parce que vous pouvez trouver justement qu'il y a des pièces qui malheureusement n'ont pas été comptabilisées. Vous pouvez trouver que ça a été comptabilisé, qu'il y a des mauvais comptes. Tout peut arriver. Justement, tout peut arriver. Je vous laisse poursuivre. poursuivre. Alors, ce que je vais dire... Pour vous relancer, Max. Justement, est-ce que la réconciliation des comptes était quotidienne? Auquel cas, on aurait pu s'apercevoir dès le départ. Non, écoutez, ce que j'essayais de faire comprendre, je crois que j'étais parti sur la base de dire que quand on dit quelque chose, d'accord, surtout quand ça concerne les finances ou bien la comptabilité, il faut pouvoir le prouver. Oui. On ne le dit pas de manière vague. Non, je voulais tout simplement démontrer qu'il faut pouvoir le prouver. Alors, mon ami du PCRR, je pense que je prononce encore bien de toute façon. PCRN. Très bien. PCRN. Alors, il dit bien quand on gère l'argent des Camerounais, l'argent public, il faut pouvoir en rendre compte et de manière efficace. Il dit oui, mais je voulais un peu rappeler, peut-être il a oublié un peu d'où il vient ou bien son histoire. Je crois que le professeur Kounvondo, à un moment donné, a demandé à votre leader Cabral Libi, à un moment donné, que nous avons collecté les fonds pour notre campagne. Et ces fonds avaient été mis à votre disposition. Qu'avez-vous fait de ces fonds? Je crois qu'on a même vu des actes d'huissier qui ont circulé. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais rendu compte de cela. Mais ce que je peux bien constater, parce qu'il y a des gens qui sont parfois là pour jeter de l'huile dans le feu. Et pour moi, je pense que devant une opération qui traîne peut-être presque 2 milliards,
venir nous sortir une liste de nous dire on a donné 10 francs, 5 francs pour une pirogue de 4 millions. On veut peut-être montrer que c'est le coût sur la transparence. Je dis, si c'est la tête chercheuse, pour nous, c'est un non-événement. Intéressant. Son couloir. Non, non, je réponds, monsieur. Non, je allez-y. réponds à ce qu'il a dit. Parce que, Non, il termine. Non, Laissez-le vas-y, terminer. Max, pardon. Pardon, vas-y. Tu as le temps, Max. Ah, Non. bon, vous avez le temps, Eh ben, pardon. non, on se tutoie en privé. Marc est en train de faire les meetings. Non, laissez-le, laissez-le. Non, Non, laissez-le, laissez-le. mais je ne fais pas de métier. Non, je voudrais tout simplement dire en toute sincérité que si vous dites nous sommes en finance, si vous dites qu'il y a eu problème, il faut justement rapporter la preuve. D'accord. Ce n'est pas une histoire de croyance, c'est ce que je voulais d'abord D'accord, dire. merci. Est-ce que je peux être... Oui, Hervé, Maître Le Dieu, et puis... vous me reconnaissez au moins d'avoir exercé le métier de banquier. Je ne vous conteste pas. Très bien. Je ne sais pas comment, même un cabinet Price, parmi les 3 majeurs au monde, va accéder au compte, au détail d'un compte bancaire dont il n'a pas l'autorisation du titulaire. Comment vous faites la sorcellerie? Donc ça veut dire que les différents audits ont été faits sur la base des documents présentés par des personnes. Ce ne sont pas des audits appuyés sur un élément incontournable d'ordre public qu'on appelle le relevé bancaire. Vous comprenez? Donc on est là dans un jeu d'attrape-couillon et en fait, les amis, et puis moi je vous dis une chose, j'ai le respect pour toutes les organisations. Je voulais poser simplement une question de savoir comment quelqu'un qui n'est pas membre d'une association peut exiger de connaître les finances de cette association. Vous voyez de qui je parle? Parfaitement. Monsieur Pindaï Koka n'est pas membre du MRC, sauf s'ils ont fait une fusion qui n'est pas connue. Non. Et il a accepté de piloter une affaire en recevant l'argent du MRC. Il se contente des chiffres que le MRC lui donne. Je pousse loin. Mais maintenant, nous avons un gros problème parce que ça révèle qu'il y a des mouvements politiques qui transgressent la loi dans notre pays et qui reçoivent des financements de l'étranger. C'est une affaire beaucoup plus grave que votre histoire d'audit YZ et tout, qui pour moi est un jeu d'attrape-couillon. Ce qu'on attend d'audit dans cette affaire, c'est l'audit sanitaire. Pour nous dire si vraiment on s'est battu contre le corona, Oui. on a agi dans tel endroit. Ça, c'est politique et sanitaire. Oui, Vous comprenez oui. déjà? Mais, Je voulais donner non, ce non, point. monsieur Hervé, non, non, on en arrive là, puisque, Mars, écoutez, Mars, s'il vous écoutez, plaît, Mars. on n'a pas terminé. Ah, Vous- voilà. non, on n'a pas terminé. Vous voyez très bien que, d'une manière ou d'une autre, on sait très bien que des fonds ont été mis à la disposition de M. Pendekoka. Vous comprenez? Oui, D'une mais manière... combien? Dites-nous ce Non, soir. je vous en prie. Je vous en Djoko prie. ne s'exprime pas Non, pourquoi. je vous en prie. Je vous en prie. D'une manière ou d'une autre, Tout le n'est-ce monde pas? semble Maître Le Dieu protéger d'abord. M. Ndjoko. Ah, non, Max, je vous en prie. je ne veux pas protéger. Ce que je voudrais faire comprendre, parce que je voudrais rejoindre Hervé pour dire tout simplement que si vous n'êtes pas membre d'une association, vous n'avez pas à me demander justement de vous fournir mon relevé bancaire. Si je vous appelle pour vous dire, monsieur tel, écoutez, j'ai besoin que vous m'aidez à suivre tel projet, je mets un budget peut-être de 100 millions à votre disposition. Tout ce qui est important, vous vous arrêtez sur les 100 millions, on met à votre disposition, le moment venu, vous allez justement justifier tous vos dépenses. C'est tout ce qu'on a dedans. Pour dire tout simplement à mon ami du SDF que, allez dire que M. Pendekoka a eu peut-être telle somme, on n'a pas mis tout l'argent à sa disposition. Je dis, oh, si on fait ça, ça veut dire qu'on considère qu'il est membre du MRC, ce qui n'est pas le cas. Maître Le Dieu, allez-y, vous voulez réagir. Je me demande comment M. Mars fait ça, hein, sincèrement. Parce que je vais lui répondre pas à pas, mais en restant très poli. Ce qui est important d'ailleurs. Je ne vais pas utiliser les mots d'égout pour expliquer ce que j'ai à dire. Très simple. Un audit dans un pareil cas, c'est deux choses. Combien vous avez collecté, combien vous avez remis pour les actions de terrain, c'est fini. Je vous dis c'est fini. Mais écoutez, Une seconde, Mars, Laissez-moi développer. Vous Mars. avez pris tout un temps là-bas, au moins 30 minutes pour développer, on vous a écouté. Mars, s'il vous plaît. Je réponds à vos préoccupations une à une. Vous reviendrez. Je vous dis un audit, dans le cas d'espèce, combien de sommes d'argent ont été collectées, point. Oui. Combien ont été retrocédés ou alors envoyés à l'équipe sur l'équipe locale au Cameroun pour gérer les actions de terrain. Voilà tout l'audit. Et maintenant, la vérification. La vérification est celle de savoir effectivement combien les donateurs ont mis dans le compte qui était géré par M. Henri Ndjoko.
Puisque pour savoir ce qui a été transféré à M. Koka par d'autres sous-comptes, c'est simple. M. Pokana a dit que voilà tout ce que j'ai reçu avec le relevé. En amont. Parce que le véritable problème, c'est en amont. C'est pas en aval. Non, non, écoutez. Il faut qu'on se quand on a suivi la conférence du presse du professeur, vous voyez qu'à un niveau, il a dit il a un rapport qu'il attend de M. Christian Pendekoka. Oui. Vous comprenez? Et qu'il a besoin de ce rapport pour faire son rapport moral. Et il a dit qu'aucun militant du MRC n'a été dans l'opération. Ce qui est faux. Non, écoutez. Ah, non, écoutez. Ça, c'est notre volet. Écoutez, M. Christian Pendekoka, dès il prend le projet, d'accord, il forme lui-même son équipe de travail. Effectivement, on a vite fait dans le cadre de ce projet, parce qu'effectivement, il faut bien faire le distinguo entre le projet et justement l'association même MRC. Voilà. Je veux dire que quand on lui confie cette mission, il prend lui-même sur lui le soin, n'est-ce pas, de mettre sur pied de former son équipe. Et dans cette équipe, il n'a pas mis les membres du MRC dans cette équipe. Ça, c'est des débats de forme. Ça ne concerne... C'est moi qui avais la parole, s'il te plaît. C'est moi qui avais la parole. Principe simple. Si j'admets que c'est M. Djoko qui avait des fonds et qu'on a mis à votre disposition une certaine somme, restez donc sur la gestion de cette somme. Mettez votre équipe pour gérer la somme qu'on vous donne. D'accord, on vote un budget, on vous donne, vous travaillez avec votre équipe. D'accord. Pourquoi vous voulez rentrer chercher ce qui est en arrière? D'accord. Maintenant, celui qui va... Marx, vous cachez quoi? Non, Marx, s'il vous plaît. C'est pourquoi celui qui va faire son rapport moral... Moi, je peux faire ça. Non, c'est moi qui avais la parole. Celui qui fera son rapport moral aura l'occasion... Celui qui fera le rapport moral aura l'occasion de dire... On a collecté telle somme, voici ce qu'on a dépensé. On vous a compris. On arrivera là. Marx, s'il vous plaît. Dans le rapport moral, on arrivera là. Marx, s'il vous plaît, permettez que j'active votre... Oui, soyez-en sûr. Dans le rapport moral, on dirait effectivement... Vous continuez la défensive, pourquoi? Non, écoutez, vous dans le rapport moral... Non, je n'ai même pas fait une minute. Dans le rapport moral, on aura l'occasion de dire... Marx, ce que vous faites n'est pas bien. On a dépensé telle somme. Ça, c'est la défensive des gens qui ont beaucoup de choses à se passer. Mais je vous appelle. Depuis 2 mois... Mais toi, c'est depuis 2018 que tu n'as pas fait ton rapport. Mais vous m'ignorez complètement, là. C'est moi qui l'a... C'est pas dans ma nature. C'est pas dans ma nature, je m'excuse. Non, mais permettez que je vous recadre. Oui. Je vais vous donner tout le temps de répondre. Mais laissez au moins que les autres s'expriment. Je m'incline. Tout à l'heure, vous avez eu un temps conséquent parce qu'effectivement, vous avez quand même eu 3 bravades. Moi, je ne suis pas procureur. Bon, bref, des arguments qui allaient à l'encontre des vôtres. C'est pour ça que j'ai laissé le temps de répondre. Laissez les autres développer et vous aurez le même temps de réponse, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Allez-y, maître. Merci. Je disais en français facile, on n'a pas besoin d'être un grand banquier comme le grand frère, monsieur le conseiller, pour dire que cette affaire, c'est juste dire en amont combien on a récolté et puis combien on a transféré au Cameroun pour les actions de terrain. Et puis, il est en train de vouloir parler de la gestion de M. Koka. Ça ne nous intéresse pas. Puisque M. Djoko ne s'est jamais plaint de ce que les sommes qu'il a envoyées au Cameroun ne sont pas arrivées ou n'ont pas été utilisées à bon escient. Il ne faut pas qu'il essaie de nous enfumer et de nous écarter. Ce n'est pas le fait d'arracher la parole à tout bout de champ qui fera de lui non, et en plus, je ne viens pas ici enterrer le MRC. Je viens expliquer. Le débat, je veux dire, la problématique, elle est très comprendre la divergence autour de survie Cameroun. Voilà ma préoccupation. Et à chacun de tirer ses conclusions. Merci. Je dis encore que l'équipe de M. Christian Penda et Koka ne collectait pas de l'argent. Est-ce que sur ce point, on est d'accord? Oui. J'ai pas de souci. Très bien, avançons. Je vais pas à pas. Quand un donateur mettait son argent, ça arrivait où? C'est Ndioko. Ça arrivait où? Ça arrivait dans le compte. Attendez que vous dites. Ça arrivait, les opérateurs financiers, il y avait Pepper, il y avait Strike. Attendez, je vais vous expliquer. Et maintenant, non, attendez. C'est encore là-bas les opérateurs informatiques financiers. Et après, la plateforme, je vous dis la plateforme qui masquait ces opérateurs-là. Et l'argent était reversé directement dans le compte de M. Ndjoko. Il faut qu'on se comprenne. Au nom du principe du secret bancaire,
Vous ne pouvez pas accéder aux données de ce compte-là sans qu'il nous vous donne son OK. C'est faux. C'est une falaise. Il a cherché à expliquer comment ça s'est passé, comment... Et je vais lui dire, c'est simple. À l'orée de mon propos, je vous ai dit c'est combien a été collecté. Pour savoir combien a été collecté, il y a deux choses. Il faut savoir, il faut accéder directement au compte PayPal et Stripe et en même temps accéder au compte domicilié de domiciliation bancaire de Njoko. Vous allez voir en entrée et sortie. Si c'était le cas, écoutez-moi bien, si c'était le cas au jour d'aujourd'hui, on n'en parlerait plus. C'est justement parce que, écoutez-moi bien, lors de votre première prise de parole, j'ai dit vous répondre point à point. Lors de votre première prise de parole, vous savez par quoi vous avez chuté? Vous avez dit, le rapport, les auditeurs n'ont pas donné de conclusions formelles. C'est ce que vous avez dit lors de votre première prise de parole. Conclusions formelles à quel niveau? Non, vous avez dit que les auditeurs n'ont pas donné... Non, je n'ai pas dit ça. N'ont pas fait des... Bon, quelles sont donc les conclusions de votre audit? Mon Dieu. Quelles sont les conclusions de votre audit? Dites-nous simplement. Ouais. Oui, c'est-à-dire que dans la parole, je veux que les auditeurs nous comprennent. C'est interactif. Tout le développement que vous faites. Quelles sont les conclusions de votre audit? Mon Dieu, les conclusions sont là, c'est connu, non? Vous venez sur un plat, vous ne pouvez pas dire... Les conclusions sont connues. Les conclusions, c'est le bug. Les conclusions sont connues. Ah bon? Et c'est ce que M. Pédécouk dit, que c'est léger. Vous ne devrez pas amener... Si vous ne pouvez pas me répondre, je continue. Si vous ne pouvez pas me répondre, je continue. Quelles sont les conclusions de votre audit? Je ne vais pas me... Les conclusions de l'audit sont connues. Ce sont lesquelles? Moi, je ne connais pas. Quelles sont les conclusions de votre audit? Ce que j'ai envie de vous dire. Bon, je reprends la parole, c'est mon tour de parole. Pour simplement vous dire que monsieur... Pour simplement vous dire que... Vous n'allez pas... Oui, c'est mon tour, ne répondez pas, vous êtes libre. Alors, je dis tout simplement que le débat sur l'ingénierie informatique est un faux débat. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Où vous avez accès au compte PayPal Stripe et vous avez tout l'argent collecté et vous avez accès maintenant au compte de M. Njoko pour savoir combien a été effectivement reversé là-bas et vous avez tout la solution. Je veux dire, le débat, il est clos. Et maintenant, quand vous dites que c'est un bug, et je continue à le dire, que les donateurs se méfient. Parce que là, les ingénieurs en informatique viendront vous expliquer cette affaire de bug-là. Avant de venir ici, j'ai fait des recherches sur cette affaire de bug. Je vous dis que c'est comme un serpent de mer, que je vous le dise. Autre chose, vous semblez dire, à peine voilé, à peine mot voilé, que M. Penda ne doit pas s'occuper de ce qui était en amont. Je dis, c'est faux. Est-ce que vous savez que M. Penda était une sorte de caution morale pour votre événement? Vous ne pouvez pas, laissez-moi vous dire, vous avez le temps de rechigner. Oui, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un. Je prends un exemple. Je connais que M. Max Njoko, non, Max Wabo, que vous êtes un homme connu. Vous êtes de moralité publique établie. Je vous mets dans mon business. Vous venez, on fait une conférence de presse, vous dites oui, vous êtes pour mon initiative. Et puis je me mets dans mon initiative à prendre, à flouer un peu des gens. Tous les gens savent, tout le monde qui adhère au projet savent que non, si M. Marx est là, c'est un bon projet. Ce n'est pas un monsieur qui se fout dans les bêtises. Tout le monde se jette dans ça. Et après, vous, M. Marx, vous voudrez me dire que vous n'avez pas un droit de regard sur comment je faisais? Je vous dis non. Monsieur Penda Okoka n'est pas en train de vous dire de lui remettre cet argent. Il vous dit tout simplement, moi, j'ai été caution morale dans cette affaire. Si ça se salit, moi aussi je suis sale. Il faut que ça se comprenne bien. Si vous vous salissez, lui aussi doit se salir. Si votre moralité est douteuse, sachez aussi que lui, il en prendra un coup. Du moins, dans le champ politique, il en prendrait un sérieux coup. D'où l'impérieuse obligation de rendre compte. Et le rendu des comptes ne commence pas par l'aval, comme vous voulez nous faire croire.
Ça commence en amont, c'est-à-dire de l'entrée à la sortie. Monsieur Penda est en sortie. Il intervient juste à la sortie. Mais vous devez faire le rendu de tout le processus. Comment c'est entré, combien c'est entré, qui gérait quoi qu'il soit, et puis combien a été reversé. C'est simple. D'accord. Bon Dieu. S'il vous plaît. Non, non, une seule précision. Non, que je dise qu'elle soit tu réponds en même temps. Non, une parenthèse. D'accord, d'accord. Eva, il faut que vous fassiez très attention avec la thèse du Burg. Parce que c'est une thèse qui prouve simplement la mauvaise foi. Dans ma modeste expérience professionnelle, j'étais dans une banque qui avait l'un des plus grands services de change au monde. Laissez-moi vous dire que le franc CFA, sauf si vous l'avez changé hier soir dans vos réunions, il n'est pas convertible. Il est adossé à l'euro. Voilà. Et ça veut dire que tout l'argent qui rentrait dans l'entonnoir, ce sont les devises européennes, sinon peut-être le dollar. Et la convertibilité est automatique. Sauf si vous apportez la preuve qu'entre le moment où les gens ont mis de l'argent et le moment où on enregistrait, il y a eu chute des cours d'évaluation du dollar, du yuan ou je ne sais pas de quelle monnaie que vous êtes allé chercher. Là, ça devient un débat très compliqué. Et même si c'était le cas, en France CFA, ce qui est traduit en euros ne bouge pas. Il a une parité fixe. Incompatible. Quand vous avez 300 000 euros qui se baladent, ça fait 200 millions de francs CFA. Vous comprenez? Donc, dans cette affaire, je voudrais que tous les talents soient mis en contribution. Si vous n'êtes pas rapide dans l'explication, on est au début d'un gros scandale. Un gros scandale, ce n'est pas parce que certains ont violé la loi avant vous qu'on va se taire. On ne va pas vous lâcher. Et je suis d'accord avec Maître parce que je suis un ami de Penda Ekoka, un frère même. Il a choisi d'être dans une coalition qui va porter atteinte à sa réputation de technocrate. Parce que même si l'argent du MRC n'est pas son argent, mais comment a-t-il accepté d'être la partie visible, le cheval de Troie, hein, n'est-ce pas, le cache-nez d'une opération qui risque de se révéler être une opération où on a pris l'argent des donateurs pour financer le MRC. C'est totalement inacceptable. Max d'abord. Max, I'm sorry. Non, je fais une précision. Ouais. Mon ami du SDF, il a un souci de savoir combien a été collecté, combien a été dépensé. C'est tout à fait normal. Mais écoutez, je remets une certaine somme d'argent à Hervé de gérer. Pour que je puisse vous répondre de manière efficace, je vais demander à Hervé, parce que si bien vous dit aujourd'hui, j'ai collecté telle somme, je ne serai pas peut-être en mesure de vous dire combien ont été dépensés, combien il reste. Non, vous demandez à Penda Ekoka un compte d'emploi. Non, toi et moi, on connaît la finance, c'est un compte d'emploi. En principe. C'est ça. C'est clair. Je vais donc dire quoi? Parce qu'effectivement, vous voyez, lorsque le professeur dit « je vais faire mon rapport moral », il faut bien savoir qu'est-ce qu'il met dans le rapport moral. Non, ne soyons pas seulement pressés. En fait, à quoi consiste votre audit? Bon Dieu. À quoi consistait votre audit? Permets-moi au moins de développer. À quoi servait ton audit? Mais tu peux me laisser parler. Tes deux audits. Tu peux me laisser parler. Non, il y a 4 maintenant. Voilà. Laissez-le à quoi servait son audit? Alors, donc, la préoccupation de savoir combien on a collecté, combien on a dépensé est peut-être importante pour toi. Pas peut-être, elle est fondamentale. Je vais dire, non, non, je voulais dire... Tu as une réputation à défendre. S'il vous plaît. Je voudrais dire peut-être pour lui à l'instant T. Ça le préoccupe à l'instant T. Mais il est donc clair. Non, écoutez. Pour vous à l'instant T. Non, écoutez. Maître, je ne veux pas que c'est un plateau sérieux. Oui, vous revenez. Je comprends la parole. Monsieur, laissez la parole à moi. Ce qui vous préoccupe là, ce lundi par exemple, il est possible que dans mon timing, d'accord, j'ai dit, jeudi, je vais justement faire pour produire un rapport dans ce sens. Donc ne me condamne pas parce que toi, tu as besoin de ça tout de suite, et pourtant je sais que je vais rendre public ça demain. Alors, j'ai dit donc en ce moment, écoutez, en ce moment-là, je vous ai dit, si j'ai mis une somme à disposition de Hervé par exemple, j'ai aussi besoin que Hervé me fasse le feedback. Une fois que Hervé va me faire le feedback, parce qu'il peut arriver effectivement que Hervé n'a pas dépenser tout l'argent qui était mis à sa disposition. Auquel cas, il va retrocéder, il pourra me dire il manquait peut-être 20 millions. Et ça va me permettre, en faisant un rapport global,
je pourrais dire avec précision, voilà. Et pourquoi Moïse Kamto ne le dit pas comme tu dis? C'est pourquoi je suis Pourquoi il le dit pas? C'est de l'enfumage. Attendez, Hervé, c'est pourquoi j'ai dit, non, c'est pourquoi j'ai dit, n'est-ce pas? Au niveau des entrées, combien vous avez collecté, c'est simple. Je vous en prie. Quand quelqu'un dit, je vais faire mon rapport moral, il faut bien savoir ce qu'il met dans le rapport moral. Vous comprenez? Le rapport moral peut intégrer justement tout ce que je suis en train de dire. Donc, ne condamnons pas quelqu'un, d'accord, sans savoir ce qu'il met dans le rapport moral. Oui, il le fait. Attendons donc lorsqu'il y aura ce rapport moral, d'accord, et on verra maintenant à la fin, est-ce qu'on... Merci, Max. Monsieur Mota, qui est votre vice-président, a déclaré ce matin sur ABK Radio, je n'ai pas l'habitude de citer n'importe quoi, que vous ne donnerez jamais le nom de vos donateurs et qu'on ne vous obligera pas à donner le montant d'argent que vous avez récolté en amont. Vous voyez? Bon, Hervé, et c'est cet exercice qu'il est en train de faire sur ce plateau. Non, je peux réagir. Hervé, je peux réagir. Oui, vas-y. Bon, tout d'abord... Il n'est pas de ta tendance, je le sais. Non, tout d'abord, je n'ai pas eu la chance de suivre l'interview du président Mota. Je cite ABK. Mais il y a quand même ce qui est important là-dedans, c'est qu'en matière de donateurs, vous comprenez, tout va dépendre. Parce que moi, pertinemment, particulièrement, je ne pense pas que la liste des donataires pose problème. Vous comprenez? Par contre, si on peut dire à un moment donné, on a reçu telle somme, on a dépensé telle somme, il reste telle somme, pour moi, ça devient important. Les donataires, pourquoi? Vous savez, nous sommes sur le champ politique. Oui. Nous sommes sur le champ politique. Il y a des gens qui sont dans d'autres partis et en même temps chez vous. Non, mais c'est une Gardez même le nom des, gardez même les noms des donateurs. Combien ont été collectés? Ce que je veux dire en réalité, c'est que je peux soutenir une initiative du RDPC. Je veux dire n'importe quoi. Ça peut être de manière humanitaire, d'accord? Je dis, mais c'est une bonne initiative. Je ne suis pas, par exemple, du RDPC, d'accord? Mais je peux faire ma contribution. Et je peux faire une contribution. Je vous dis, bon, je n'ai pas besoin que mon nom apparaisse. Ah bon, c'est une maladie honteuse de fréquenter... Non, pas du tout. D'accord. Non. Je prends un exemple. On reçoit des gens qui peuvent faire des dons et vous disent, j'ai pas besoin que mon nom fasse. Ça peut arriver. J'ai compris, Max. Ça peut arriver. Je respecte, je comprends. Jacques Bertrand. La différence donc qu'il y a entre ceux qui sont les camarades politiques de M. Wabo, c'est-à-dire des gens du MRC et leurs alliés, et le PCN, c'est que nous, dès le départ, nous, on donne le montant qui a été collecté et les noms des personnes qui ont été collectées. Je vous rappelle qu'il a parlé tout à l'heure de 2018 avec les collectes qui ont été faites dans le cadre du mouvement 11 millions de citoyens. L'honorable Cabral Libye a fait tout un document qu'il a remis à l'ensemble des journalistes qui l'ont interrogé sur la question des collectes qui ont été faites. Et non seulement, écoutez, les montants qui ont été collectés étaient dessus, il y avait même également les numéros de téléphone des personnes qui ont effectué les dépôts. Autre chose, vous avez parlé des 2 pirogues tout à l'heure. Je vous rappelle qu'il a été rendu public les noms et les montants de tous ceux qui ont collecté et qui ont contribué de l'argent dans le cadre de cette opération bénévole de 2 pirogues. Et les 2 pirogues seront mises à l'eau le 7. Non, on a ça compris. Ça veut dire que... Non, parce que monsieur avait écouté, il essayait tout à l'heure d'écorcher l'honorabilité de monsieur Cabral. L'honorabilité de monsieur Cabral. Non, depuis le début, maintenant, je connais tes méthodes. Il faut arrêter. Je vais dire... Jacques Bertrand, non, un recadrage. Depuis le début, vous nous essayez de nous ramener au PCRN. Voilà. Ce n'est pas le thème. J'ai laissé passer la première fois, mais ce n'est pas un thème. On aura le temps de faire l'audit des pirogues et tout ce que vous êtes en train de collecter là. On n'aura même pas besoin puisque tout donc, je vous invite à revenir donc sur ce qui est sur ce qui fait débat, c'est-à-dire le président du MRC et son allié, M. Maurice Kamto. J'aimerais vous faire, M. Penda Ekoka, j'aimerais vous faire remarquer que après l'élection de 2018, il y a eu M. Akere Mouna qui est parti du bateau. Il y a eu, c'est le thème, là. Il y a eu le maire de Djombe Pendja qui est parti. Il y a eu M. Célestin Djamé qui était dans le thème. Laisse-le développer son temps de parole. Il y a eu Mme Doki qui est là ou alors elle n'est plus là. Ça donne l'impression que... Et vous, hier matin, il y a eu M. Bion qui est parti. Ah, peut-être seulement M. Bion. Ah, d'accord. J'ai cité là au moins 5 personnes. Ça donne l'impression que si on veut accorder le bénéfice du doute à l'ensemble des camarades de M. Wabo dans la gestion des fonds de Cameroun, il y a un problème. Il y a un véritable problème de gestion des hommes dans cette organisation. Je pense que M. Penda Ekoka, étant la personne qui a été à la tête de la gestion des fonds de la suivi Cameroun, mérite avoir le montant qui a été collecté dans cette affaire. C'est un peu comme si vous appelez quelqu'un pour qu'il dirige une organisation dans laquelle vous êtes président
et vous refusez à cette personne de savoir combien a été collecté pour l'organisation dans laquelle il est appelé à diriger. D'accord. Je vais vous dire une dernière chose, et je chute par là. Si M. Penda Ikoka a été mis à la tête de la gestion de suivi Cameroun, c'est à cause de son honorabilité en ce qui concerne les finances. On ressort et par là c'est maintenant. parce qu'au niveau du MRC, il savait très bien que M. Penda Ikoka, sur le plan financier, est une personne respectable au Cameroun. Et c'est pour ça qu'ils lui ont confié cette charge-là. Si ce n'était pas le cas, il ne l'aurait pas fait. Et nous remarquons que ce matin, M. Mota a traité M. Penda Ikoka d'espion. Et M. Mamadou Mota a insulté copieusement M. Penda Ikoka. Donc ça veut dire que s'il n'est pas d'accord avec la gestion des finances, il devient une personne anticiper sur la non grata. question de sortie. On part de là. Ah bon, Quel on peut... a fini ce sujet. Il est 22h14. Non, il faut qu'on finisse avec. Ah bon, vous voulez ajouter quoi d'autre? Non, il y a beaucoup de choses à ajouter. Non, je voudrais tout simplement dire... Alors, il y a beaucoup, on en parle quand même, mais je voudrais ajouter cette question. Je voudrais ajouter cette question. Quelles peuvent être l'incidence politique de ce qui se passe en ce moment? Je le rappelle, lorsque l'opération a été lancée en, je crois que c'est le 3 avril, non 2020. Je parle sur votre contrôle, Marx. Oui. C'est le 3 avril 2020. Je crois. Oui. Lorsque l'opération est lancée en avril 2020, le Cameroun a fermé les frontières en mars, le 17 mars 2020. 17 mars 2020. Parce que Covid, le 3 avril, donc, Maurice Kamto annonce cette opération. Et du coup, le ministre de l'administration territoriale à l'époque, Paul Atangaldi, demande l'arrêt de cette opération au Cameroun et d'ailleurs saisit toutes les entités qui sont concernées. Il y a des banques, il y a des opérateurs de téléphonie mobile qui ont été interpellés par... Il a d'ailleurs appelé son collègue des finances pour que tout cela soit coordonné. Au regard de cela, donc, quelles peut être les conséquences politiques de ce qu'on voit là aujourd'hui? Alors, monsieur le Pita, il faudrait que vous fassiez, s'il vous plaît, une émission spéciale parce que là, vous mettez le doigt dans ce qui nous concerne tous, c'est-à-dire au-delà des chapelles. Il faut qu'on renforce la loi sur le financement des partis politiques. Il faut que ça soit renforcé et il faudrait même qu'on entre dans les détails, mettre sur les comptes de campagne des différents candidats. J'ai un ami, nous on a un petit groupe qui réfléchissons sur la criminalité financière. Il m'a dit, écoutez, on monte une tontine et on arrive à placer 3 candidats à la présidentielle. On a 95 millions de francs. Ben oui. Donc il y a une forme de banditisme dans le monde politique actuellement et certains ont renoncé à travailler. La politique est devenue un job et ils s'enrichissent dessus. Ce n'est pas le cas ni de Penda Ikoka, ni de Moïse Kamto qui ont une réputation professionnelle. Mais attention, donc moi je trouve que la question que vous venez de poser est centrale et ça mérite un débat parce que lorsque Paul Atangaldi mettait le doigt dans cette affaire, on le traitait de sécurocrate, ceci, cela. Il faut faire attention. Nous sommes un pays dans une position géographique très sensible, avec un voisinage instable, sous couvert d'opérations, certains partis ou entreprises politiques peuvent se financer pour des objectifs contre l'ordre public. Parce que dans cette affaire, Marx, là je te parle comme un ami, un aîné, ce que nous on attend surtout, au-delà de vos querelles, des héros qui calent dans les ordinateurs, c'est l'audit sanitaire pour nous dire si cette opération est rentrée dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Et ça a touché qui et qui et qui. Vous l'aurez C'est devenu une activité, s'il te plaît Marc, c'est devenu une activité confidentielle et qui vous a servi seulement d'épouvantail pour saboter la politique publique de lutte contre le Covid-19. Non, moi je pèse mes mots, Marc. Tu sais que je pèse mes mots. Il faut qu'on sache combien d'argent a été récolté et que ce monsieur Ndioko nous dise à quel titre et à qui il a remis de l'argent. C'est une affaire de sécurité nationale. Tu as compris? Monsieur Hervé, oui. Je tu m'appelles monsieur maintenant. Appelle-moi comment on s'appelle. Hervé, de toute façon, il faut noter vous avez la parole, vous répondrez à la question sur les conséquences politiques. Il faut noter que, quel que soit le cas, dans le rapport moral, vous aurez justement ce que vous cherchez. Vous comprenez? Ça sera bien détaillé et on vous dira, à tel endroit, on a donné comme ça, à tel endroit, ça sera fait. Ça, sur les ensuite, ça sera fait. Sur les conséquences morales... conséquences politiques que peuvent avoir ces divergences entre
pas qu'au sein du MRC ou entre les deux leaders, mais Hervé l'a évoqué sur le plan. Je veux dire qu'il y a cette confiance entre les lecteurs, l'opinion et les hommes politiques que vous êtes. Quelles peuvent en être les conséquences? Et les flux financiers qui se baladent. Je vous en prie. Vous savez, je vous ai dit, le président Maurice Kamto et M. Christian Penekoka, c'est deux adultes. C'est deux adultes qui se respectent. Et tout simplement, il ne faudrait pas que les gens se mettent à faire comme s'il y avait justement un problème d'État. Je crois que, pour moi, j'ai résumé ça peut-être à un problème d'incompréhension. Et je vais sur la base que cette incompréhension, on va finir par apporter des clarifications. Vous allez sacrifier Nyoko alors? Pardon? Vous allez sacrifier Nyoko? Non, pourquoi? Hervé de la parole. Pourquoi? Hervé, on n'est pas là pour sacrifier. Mais c'est Nyoko qui est le centre de votre machinerie? Non, non. C'est une raffinerie que vous avez créée? C'est pourquoi je vous ai dit tout simplement, non, je ne fais pas une fixation sur Nyoko. Je reste sur le thème et je dis tout simplement, je crois qu'il y a peut-être un problème d'incompréhension. Et je crois que ces deux personnes adultes, c'est d'abord des amis, des frères qui se respectent. Et je crois qu'on va arriver à faire des clarifications. Il ne faudrait pas justement que des personnes tapis dans l'ombre, qui en mal d'exister justement, prennent ça justement pour faire leur sensationnel. Jacques Bertrand. Non, pas de lui, pas de lui. Non, c'est pas politique. Les conséquences même d'ailleurs. Non, les conséquences, elles sont politiques. Les conséquences politiques de cette affaire, c'est déjà une crise de confiance. Oh, absolument. Une crise de confiance entre les dirigeants du MRC et l'ensemble de leurs alliés. Il y aura une autre crise de confiance entre les militants et sympathisants de ce parti-là et ce parti. Ce que j'aimerais faire remarquer, c'est que vraiment, si il n'y a pas de problème entre M. Pendaikoka et son allié, M. Maurice Kamto, il faudrait que le président du MRC dise au directoire d'arrêter de tirer sur M. Pendaikoka, oui. qu'ils arrêtent de l'insulter. Non, l'objectif, c'est pas de le défendre, parce qu'ils nous ramènent, ils sont en train de nous ramener dans une politique de caniveau, c'est-à-dire que le premier vice-président du MRC se met dans les antennes d'une radio aussi écoutée que ABK et insulte copieusement M. Pendaikoka. Ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, et les militants, vous voyez, et ce parti est en train de perdre beaucoup de militants à cause de cette affaire. Nous avons quelqu'un qui donne des leçons, on insulte, mais ils oublient qu'ils ont insulté leur grand-mère. Non, je crois que... Oui. Ils oublient qu'ils ont insulté leur grand-mère. Et de la manière la plus bête soit-elle. Sur ce plateau, c'est moi qui représente le PCRN et je n'ai avancé aucun propos injurieux de qui que ce soit. Pas du tout. Donc, je ne fais que faire le constat de ce que M. Pendaikoka est lavé dans toutes les sauces par les militants du MRC. Et vous voyez, de l'autre côté, c'est pas normal. Vous savez où vous voyez ça? Sur les conséquences. Des invectives dans les réseaux sociaux. Vous n'écoutez pas. Vous avez la radio ce matin, vous avez indiqué une émission, vous dites que vous n'avez pas écouté. Quand vous avez insulté votre grand-mère, vous n'avez pas vu ça. S'il vous plaît, Maître Ledio. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez, il faut tout simplement dire, mon cher Hervé, que les conséquences seraient socio-conditionnelles. Les conséquences seraient pluridimensionnelles. Cette affaire de suivi Cameroun risquerait de dynamiter, je l'ai dit tantôt, la digue de la résistance de ce parti. Et j'ai peur que le MRC entre dans la liste de ceux qui se moquent des Camerounais. Le RDPC est en tête dans cette liste. Merci, monsieur le procureur. Le RDPC, merci, monsieur le juge d'instruction. Le RDPC a eu à voler l'argent de Sam. Le RDPC vole l'argent du Covid. On est dans et il ne faudrait pas que demain, on dise aussi que le MRC a volé l'argent de l'aide humanitaire Covid. On arrivera alors, c'est un souhait. Je voudrais bien que vous n'entrez pas dans cette liste. Soyez rassurés. Alors, de l'autre côté, je pense que M. Pendaikoka pourrait également s'en sortir avec son image tellement écornée, parce que, voyez-vous, il était une sorte de caution morale dans cette affaire. Et il la prendra par ses dépens, je veux dire à ses dépens maintenant de savoir avec qui dealer, avec qui faire des, je veux dire, des pactes et tout le reste. Dans tous les cas,
L'avenir nous en dira. J'ai bien peur pour le MRC. Et vous terminez là-dessus. Oui, moi je voulais dire vraiment à Maître Lidio, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je ne voudrais pas qu'il se trouve membre de la chorale de ceux qui font des confusions à tout vent. L'administration n'est pas un organe de base du RDPC. Si, c'est vous qui avez transformé le Cameroun en cela. C'est vous qui êtes le parti État. C'est ce qu'on vous dit. Je peux continuer. Le parti État. Allez-y, allez-y. Si vous m'interpellez, je dois vous répondre. Je sais jouer très bien. Non, nous jouons à égal. L'administration n'est pas un organe de base du RDPC. Et la différence entre ce qui concerne ceux qui sont en charge de la gestion du trésor public et ce qui se passe au MRC, c'est que la République s'est dotée des moyens qu'il faudra renforcer, certes, de contrôle, et qui n'ont pas besoin... En attendant le renforcement, vous avez dilapidé l'argent des Camerounais. Vous allez voler l'argent de SAM, vous volez l'argent du Covid-19 que les mécènes et autres institutions internationales nous donnent. Vous comprenez que... C'est toujours le débat. Oui, c'est toujours le débat. Je dis que je ne voudrais pas que le MRC rentre dans cette liste lugubre. Alors, moi, je voulais simplement, pour faire un télégraphique, dire à Maître que nous avons des institutions de la République, le TCS, les cours de compte, tout ça. Patronné par le RDPC. Pour les affaires publiques. Maintenant, si Maître pense que le discours qu'il est en train d'adopter peut l'aider pour sa résurrection électorale, je crains que ça ne sert pas. Je me demande ce que le TCS pourra venir faire à Douala deuxième pour mon élection. On ne peut pas se battre contre un corps qui se décompose. C'est une loi de la chimie. Donc, si seulement vous venez toujours chercher les cendres de ce qui est mort, malheureusement. Si le aussi talentueux et aussi transparent électoralement, vous ne serez pas dans la situation comateuse dans laquelle vous vous trouvez. Nous ne sommes pas dans une situation comateuse. Et l'arbre qui a toujours caché la force du RDF, c'est le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà. Mais mettez donc la paix là-bas. D'accord. On vous regarde, le peuple vous regarde, la communauté internationale regarde le RDPC. Si les tels jeunes, ils seraient ambazoniens. En une demi-heure et un peu plus, on va prendre la transition pour revenir, pour évoquer le deuxième thème de ce soir, presse et liberté. Pourquoi le Cameroun recule-t-il? Alors, je voudrais le souligner en quelques traits. Parlant du rapport de Reporters sans frontières, vous le savez, 2021, le Cameroun occupe désormais la 135e place mondiale. De ce rapport-là, le pays a perdu une place au ranking et il faut déjà le dire, l'année dernière, on était à la 134e place, mais bien avant, on avait perdu encore 3 places en 2019. C'est dit donc que les regards sont jetés sur le Cameroun en matière de violation des droits ou alors de violation des libertés en matière de presse. Alors, Max Wabo, sur cette question-là, vous, quelle est la lecture que vous faites sur la question des libertés liées notamment à la presse au Cameroun? Bien, d'abord, le rang du Cameroun, 135e. 135e cette rang, année. C'est mondial. Ça ne surprend pas. Ça ne surprend pas. Parce que d'une manière ou d'une autre, si on parvient à botter en touche les libertés individuelles, on peut bafouer les libertés individuelles, on peut justement faire justement de la loi sur le journalisme ce qu'on veut en faire. Alors pour faire sérieux, on assiste quand même dans ce pays, je ne sais pas si les journalistes ont la liberté justement d'exercer leur métier en toute quiétude. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que si vous tirez à boulet rouge sur le gouvernement, très rapidement, vous faites l'objet des menaces. Nous avons vu. Mais il est normal que si on tire qu'il y ait répression. Mais je veux dire que ce sont des faits. Je vais dire. Ce sont des faits, mais ce sont des faits. Nous avons vu ici, une fois le ministre Atangandi faire une conférence où il a indexé des chaînes de télé. Et il est même allé jusqu'à dire qu'il y a des chaînes qui avaient perçu de gros sous, justement pour déstabiliser l'État de Cameroun. Vous voyez qu'on veut tout simplement... C'était faux. On veut tout simplement, à un moment donné... C'est une autre émission. Non, on veut tout simplement, à un moment donné, museler justement la presse ou bien les médias ici au Cameroun. Pourquoi, Hervé? À un moment donné, nous avons vu, je crois qu'il y a une année, je crois que c'était M. STV,
où il y a eu un journaliste, c'est un ensemble de panélistes qui sont vus à un moment donné cités au tribunal pour des faits, lorsqu'on regardait, c'était des faits pourtant banals. Mais pour faire simple, dans ce pays, nous avons vu Bibi Gota, nous savons tous comment il est mort, on a vu beaucoup de journalistes aller en prison, d'accord? Je crois que le dernier en date que nous avons là, on n'a même pas encore enterré, comment il s'appelle là? C'est Ouazizi. On n'a pas encore enterré. Comment ça? D'accord. S'il vous plaît. Hervé Monelcom, je rappelle que nous sommes au lendemain, évidemment, de la Journée internationale de la liberté de la presse. D'abord, je voulais rendre hommage à nos compatriotes qui ont choisi d'exercer un métier qui, par certains aspects, peut être dangereux. Et dans certains pays, c'est un métier à risque. Parce que ce sont des éveilleurs de conscience. Mais permets quand même, Marc, suis-moi s'il te plaît. C'est sous le régime de Paul Biya qu'il y a plus de 200 radios libres dans ce pays, plus de 40 télévisions, là, ce sont des chiffres, qu'il y a une presse que je ne pourrais même pas énumérer qui apparaît et disparaît au gré des objectifs des uns et des autres. Donc dans l'ensemble, la volonté de la liberté d'expression à travers les médias est une volonté puisqu'il y a une loi de communication sociale. Mais je vous dis en même temps aussi que nous ne sommes pas parfaits, c'est un chemin que nous avons emprunté, il ne faut pas reculer. C'est pour ça que nous devons tout le temps améliorer des efforts. Mais la presse, le métier journaliste, ce n'est pas une autorisation à diffamer, à détruire les réputations. Et je termine, je ne vais pas être plus long. Je vais vous relancer. Human Rights, comment vous les appelez, ceux qui ont fait le classement? RSF. Reporters sans Ce n'est pas frontières. une agence de notation, n'est-ce pas? Parce qu'en plus, excusez-moi député, c'est votre métier, il y a un conflit d'intérêts. C'est comme si un avocat devenait en même temps aussi procureur dans une cour. Vous comprenez? Donc il faut être extrêmement prudent. Nous avons des problèmes. Nous sommes dans un pays qui a depuis 1992 une histoire politique. Et ce pays évolue. Mais vous ne pouvez pas définir l'état exact de la liberté de la presse à travers des faits anecdotiques, des faits divers. Il y a aussi à côté des grandes réussites. Nous sommes avant des pays à taille comparable. Je peux citer par exemple la Côte d'Ivoire. Nous avons eu des télés privées avant la Côte d'Ivoire. Nous avons eu, et ça continue. Donc, je pense que c'est un travail qu'on doit faire ensemble. Et il faut aussi que les journalistes aussi balayent devant leurs portes et qu'ils ne se croient pas qu'ils ont laissé passer pour porter atteinte aux réputations, diffamer, faire des choses. Je vous relance en deux points. Le régime, je vous relance en deux points. Oui, d'abord, Reporters sans frontières a toute la crédibilité d'évoquer la question, Ah parce ben, que c'est justement une organisation non gouvernementale internationale qui, au quotidien, regarde comment le métier est exercé à travers le monde et essaie de protéger. Ils sont des journalistes. Oui, bien sûr. Oui, ils se jugent. Ils sont jugés par... Non, ils ne se jugent pas, ils apprécient. C'est une organisation, mais ils apprécient comment est-ce que le métier est pratiqué à travers le monde. D'accord. Et voilà d'ailleurs ce qu'ils disent à propos de la pléthore de médias comme, s'agissant du Cameroun, vous en parlez tout à l'heure. Le nombre pléthorique d'organes de presse, souvent mis en avant par les autorités, ne suffit pas à assurer un environnement favorable aux médias. Il n'est pas rare que les journalistes subissent détention arbitraire et poursuites, notamment devant les tribunaux militaires ou des juridictions spéciales. Ce n'est pas le quotidien. Et je pense qu'il serait aussi bien inspiré de parler des patrons de presse qui ne payent pas leurs collaborateurs. Ce n'est pas le gouvernement qui le fait. Je crois qu'il faut être équitable. Oui, justement, mon cher député, il y a lieu de constater pour le député malheureusement que 2019, le Cameroun est classé 131e, suivant 2019, le rapport de 2019, Absolument. le rapport de Reporters sans frontières, 2020, 134e et 2021, 135e. Donc, nous constatons que le Cameroun amorce sa longue marche vers la descente aux enfers pour ce qui est de ces journalistes que je salue la bravoure en passant. Et justement, nous assistons chez nous, comme a dit M. Emmanuel Hervé Ngom, à un foisonnement de médias, que ce soit la presse écrite, que ce soit l'audiovisuel. Mais il ne faut pas se leurrer. Il s'agit d'un pluralisme de façade, de pure façade. Et c'est le lieu
d'interroger la situation actuelle et de faire également le procès de la presse. Ah oui. Bravo. Au jour d'aujourd'hui, on se rend tout simplement compte que les journalistes sont dans une situation difficile, vraiment, pour exercer au quotidien. Nous avons les détentions arbitraires, nous avons les intimidations, nous avons des poursuites devant les juridictions, comme a dit Médecins Reporters sans frontières, devant les juridictions militaires et même des juridictions spéciales. Tout ça parce qu'on sait que là-bas, la loi martiale, elle est très forte. Ça, c'est pour intimider. Il suffit qu'un journaliste investigue sur un dossier sensible et met à nu quelqu'un, une personnalité, une ponte du régime. Au lieu de demander un droit de réponse dans ce journal, il se verse seulement dans les intimidations. Les journalistes ne me le démentiront pas. Non. Oui. Un journaliste a le droit de fréquenter les terroristes? Non. On ne va pas parler de terrorisme. On ne va pas parler de terrorisme. Je vais arriver là. Quand vous, c'est très dangereux aujourd'hui qu'un journaliste essaye de commettre une tribune sur la crise du Nord-Ouest ou alors sur la lutte contre le terrorisme. Vous serez intimidé de toutes les façons, par toutes les manières. Alors, le journalisme, j'ai que savoir qu'ils ne sont pas obligés de révéler les sources de leurs informations. Sauf quand ça met en péril la sécurité nationale. Mais vous savez qu'avec ce fameux vocable, sécurité nationale, trouble à l'ordre public, vous mettez quoi dans trouble à l'ordre public? Non, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je suis en train de faire une analyse froide de la situation. Dans votre chapelle, parce que vous avez le parti... Eh bien, vous avez la parole tout à l'heure, laissez-moi poursuivre. Lui est comme ça, il est procureur mais contre... Finalement, tout le monde est comme ça sur ce plateau quand on parle du... Tout à l'heure, Mars était comme ça et Mang, tu connais les manières de Mang. Donc, dans tous les cas, c'est dit que la situation au Cameroun n'est pas... C'est-à-dire, ça ne prête pas véritablement à un exercice froid et sérieux de la profession. Et c'est aussi le lieu pour moi de faire le procès de cette presse alimentaire. Cette presse alimentaire et cette presse aux ordres. Oui, à gage. Oui, à gage. Il vous suffit de regarder souvent, quand des pontes de ce régime sont à mal, vous allez voir la une de tous les journaux. C'est pas... Non, pas tous non plus. On ne peut pas généraliser. Je parle de la quasi-majorité. Non, il va envoyer il y a des réseaux. C'est vrai. Vous allez voir que la une est pratiquement la même, sauf, je dis, libellée de la même façon, sauf que la syntaxe peut souvent changer. Et les MSOA aussi, c'est nous pensons tout simplement que cette presse, qui, au lieu de faire son travail, se livre à ce nombrilisme qui ne dit pas son nom, est victime de sa propre turpitude. Pour effectivement mener à bien votre mission, celle d'informer, recueillir, c'est pas une petite, je veux dire, c'est pas une mission aussi banale. C'est pas pour rien même qu'on a qualifié votre métier de 4e pouvoir. Alors, nous pensons que vous devez être à l'abri de certains besoins, ce qui m'amène à interroger l'implication des patrons de la presse quand eux-mêmes ils précarisent leurs collaborateurs. Quand vous voyez quelqu'un entrer dans mon cabinet, je vais poursuivre, j'ai envie de poursuivre, j'ai envie d'intenter une action contre mon patron. J'ai 11 mois, j'ai plus d'1 an d'aéré. Mais je lui dis, tu vis comment mon cher? Sur la bête. Tu vis comment si tu n'es pas toi-même un faussaire? Il bidonne des informations. Et alors, dans nos échanges, il se rend compte parfois, le gars me dit non, je ne vais rien faire contre lui parce que je ne peux pas attaquer un éléphant. Pourquoi? Même pro bono, c'est-à-dire je peux te défendre sans que tu me payes rien. Je veux juste que la vérité puisse rejaillir. Il dit non, vraiment, j'ai aussi peur des représailles parce que je vais vendre mes services dans un nouvel organe de presse et là-bas, il peut me bloquer. Voilà. Parce que ces patrons de presse-là, quelque part, ils sont les enfants d'une même mère. Ils se comprennent,
pour mieux encadrer leurs collaborateurs dans cette situation de précarité qui ne dit pas son nom. C'est la même chose avec les fondateurs d'écoles privées laïques, permettez-moi, c'est la même chose avec ces commerçants-là. Non, les privés confessionnels, ils font encore quelques malins là, mais il y a eu des grèves ici à la cathédrale. École privée, collège privé laïque, ça c'est la débandade. Et j'invite qu'un jour vous fassiez un tour de ce côté-là, où vous faites une tribune là-dessus. Vous allez comprendre que, et ces gens-là, les patrons de la presse, ne permettent pas véritablement que ce secteur d'activité, pour ce qui est de la presse, ce secteur d'activité puisse effectivement jouir de ses lettres de noblesse. Dénoncer, investiguer sur certains dossiers demande une certaine hardiesse. Vous devez être à l'abri de certaines choses. Et ce n'est pas le cas au Cameroun. Donc, ce foisonnement, l'environnement au Cameroun est marqué, comme je le disais, par un pluralisme de façade. Et je pense que les journalistes doivent faire leur aggiornamento pour pouvoir être un corps solide, fort. Jacques Bertrand, sur la question des libertés, pourquoi le Cameroun recule-t-il? Je vais vous dire que, en fait, la liberté de la presse, c'est une excroissance des libertés de manière générale. Au Cameroun, sur le plan théorique, s'appuie sur la Déclaration des droits de l'homme, sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi de suite. De manière pratique, on se rend compte que les journalistes au Cameroun vivent dans la précarité. Dans la précarité, et c'est une précarité qui est entretenue et voulue par le système de gouvernance qui est le nôtre. Parce que je ne veux pas revenir sur ce que M. Maître Lodjo a dit, mais si les pouvoirs publics ne font rien pour que la situation des journalistes change, de la presse change, c'est parce que ça arrange ceux qui nous gouvernent. Tu veux qu'ils deviennent des fonctionnaires? Ça arrange ceux qui nous gouvernent dans la mesure où M. Hervé Emmanuel Kom, vous savez bien que l'aide à la presse au Cameroun, c'est de 300 millions. Voilà. À peu près. Au Gabon, ici à côté, c'est plus d'1,5 milliard. Au Sénégal, on est à 2 milliards et quelques. Vous voulez qu'on nationalise la presse? Non, ça n'a rien à voir avec la nationalisation de la presse. Si la presse continue à être clôturée, c'est parce que les ponctes du régime, à partir juste de leur téléphone, ils commanditent les unes de la presse. C'est-à-dire que chacun a une presse dehors. Si vous avez 20 ou alors je vais dire 100 presses au Cameroun, vous avez au moins 40 qui sont les propriétés des ministres camerounais. Non, monsieur Hervé Emmanuel Kom sait très bien de quoi est-ce que je parle. Vous pouvez voir une presse qui va tirer sur Emmanuel. Et justement, ce milieu-là est gangréné par la corruption et tout genre d'intimidation et de trafic d'influence. C'est-à-dire que un journaliste fait une enquête sérieuse. Lorsque celui qui est incriminé dans cette enquête est au courant de l'apparition de ce journal, directement, il appelle le responsable de cette presse et lui dit, si ton gars publie cette histoire, je fais tout pour que vous soyez fermé. Je me garde toujours des généralisations. C'est pas de manière générale. C'est pas de manière générale. Anecdotique. Non, c'est pas anecdotique, monsieur. Vous savez bien que ce que je suis en train de dire. Donnez-moi le nombre de journaux qui ont été fermés. À part les décisions de la... Vous connaissez Freedom FM? Vous connaissez Freedom FM? Ça, c'est la presse confidentielle du SDF. Non, Jacques Bertrand. Je dis bien que... C'était pas Pays Diaoué. Vous connaissez quand même ça? Qui a fermé au lendemain de son inauguration? Il y a une bonne partie de la presse qui vit aux dépens du régime de Yaoundé. Et ce n'est pas normal. Et en ce moment-là, l'information devient une information politisée. Parce qu'un journaliste, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va à la recherche de l'information, il traite cette information, il la diffuse selon les canaux de déontologie et d'éthique. Mais lorsqu'il est influencé sur la base de ce qu'il peut recevoir sous la table, il ne peut plus donner la bonne information. C'est pour cela que vous vous rendez compte que même les journalistes qui rendent des informations aujourd'hui, tout le monde questionne. Est-ce que cette information est vraie? Est-ce qu'on n'a plus confiance à la presse? On n'a plus confiance à la presse justement parce que ceux qui nous font tout pour manipuler cette presse-là. Un mouvement qui a été créé par les journalistes est en train de démolir les journalistes. C'est très bien. Non, quel est le mouvement qui a été créé par les journalistes, monsieur? De quoi je parle. Non, et je crois que le PCN, je vais finir par là. Le PCN, il veut faire une vous nous ramenez toujours. Le PCN est dirigé par monsieur Cabral Libi, qui n'est pas le seul à passer sur les plateaux de télé. Vous-même, vous passez sur les plateaux de télé. Vous aurez pu créer votre mouvement si vous n'avez pas la possibilité.
bien si il est actionnaire dans beaucoup de presse. Si ce mouvement persiste et vit tel qu'il est, c'est parce que son leader est un homme charismatique. Très bien. Bon, est-ce que je peux... Max d'abord. Pardon, Max. Allez-y. Non, allez-y. Non, s'il vous plaît. C'est une question de presse et liberté. Non, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire, mais je vais observer quand même quelque chose. Non, je vais observer quand même quelque chose, c'est qu'on va beau accuser le pouvoir de Yaoundé, mais il faudrait qu'on sache quand même que les journalistes, ce n'est pas aussi un corps à part. C'est des employés qui travaillent dans une structure et qui se doivent également avoir un comportement aussi noble. Je vais m'expliquer. S'il faille toujours à tous les coups, peut-être en vouloir au patron des presses, en disant ils payent mal leurs employés, ils font ceci, dans toutes les entreprises. Hein, on n'a pas dit qu'ils payent mal. Ils ne payent pas. Non, écoutez. Bon, dit qu'ils ne payent pas. Moi, je ne suis pas à l'intérieur. Je dis souvent des plaintes qu'on a souvent reçues. Vous comprenez? On a souvent constaté, effectivement, des gens qui se plaignent. Pas tes employés. Non. Allez-y, les employés continuent. Non, on a souvent... Apparemment, ils ne payent pas ses employés. Non, je regarde, en fait, dit qu'on peut avoir un comportement décent. Parce qu'il ne faudrait pas toujours se comporter comme un petit clochard. Parce que dès que vous allez voir mon ami Hervé, vous lui direz, écoute, trouve-moi 5 000, 10 000, parce qu'on ne m'a pas payé le salaire ce mois. Si vous voulez vous vendre moins cher, si vous voulez devenir ridicule, vous serez ridicule. C'est ça, c'est ce qui se passe, Mars. Oui. Quand ils viennent voir Hervé te donne 50 000, il te tient. Il te tient. Non, c'est ça la une du journal. J'ai envie de dire que on peut même dans des situations difficiles rester soi-même et rester fier. Difficile. On peut. Difficile. D'accord. Oui. Oui, moi, je pense que la liberté de la presse est une très grande conquête. Il faut que nous tous nous y investissions, nous soyons à l'intérieur et que ce soit irréversible. Mais laissez-moi vous raconter quand même la dernière élection présidentielle 2018. Nous suivons un peu ce qui se passe, ce qui se raconte, ce qui se dit. C'était un spectacle incroyable. Il y a des nouveaux entrepreneurs politiques qui se sont donnés pour objectif d'acheter des journalistes et de faire une communication bidonnée à ces journalistes, pensant que ça allait changer le résultat des élections. Je le dis pourquoi? Je le dis pour dire qu'il faut que nous soyons dans une entreprise de responsabilité collective, tous, journalistes, employeurs, consommateurs de la presse, et que nous soyons très, très vigilants. Je connais des journalistes et ils savent, ils nous regardent, que je peux désigner en disant, toi, tu as été payé pour raconter telle histoire qui était fausse. Et on les connaît. Donc aujourd'hui, dire que la liberté a régressé, mais il y a des journalistes qui participent à cette régression, mes chers amis. Et Maître Le Dieu disait tout à l'heure, soit par la loi du silence, soit pour des raisons alimentaires, soit parce que simplement, ils sont véreux, et aussi parce que, il faut le dire, plusieurs gens sont rentrés dans ce métier par effraction. Nous appelons au Cameroun aujourd'hui des snipers qui peuvent écrire 2 lignes avec plusieurs fautes de français, pourvu que les gens voient la une à la douche et ils pensent qu'ils t'ont sali. Donc je pense que c'est un chantier qui concerne tout le monde, les partis politiques, les élus, les responsables, l'administration, et faire en sorte qu'on évolue. Parce que la presse est une garantie de la liberté d'expression. La démocratie. La liberté d'expression est très importante. Et je pense donc qu'il faut qu'on ait une presse de qualité. Maintenant, le débat sur le financement de la presse, je n'ai pas de parti pris, moi je suis libéral. Mais je pense qu'on ne peut pas surprotéger des entreprises tout simplement parce qu'ils ont des journaux ou des radios. Vous avez des radios ici qui passent la journée à insulter le RDPC, à insulter tous les gens qui disent que quelque chose ne va pas bien au MRC. Vous adorez le MRC. Ces radios-là, ces médias sont devenus des organes de base du MRC. Vous comprenez? Et ça ne marche pas. Vous oubliez c'est ça l'objectif du financement des partis politiques. Je veux dire du financement des médias. Non, parce qu'en réalité, ces radios que vous indexez,
qui font la pub de certains partis politiques. Mais vous oubliez que ces médias-là, je veux dire, ces radios-là font le relais de 13h, de 17h et tout le reste. Non, c'est pas mon problème. Non, comprenez, ne regardez pas seulement le côté de leur obédience ou de leur ligne éditoriale. Oui. Mon problème est celui-ci. On en a fait l'expérience dans le sport. Depuis le sait. On a compris qu'on ne pouvait pas aller au professionnalisme si l'État n'apportait pas un soutien dans ce temps-ci pour qu'on aille dans cette direction. Non, il faut tout simplement comprendre que... Beaucoup de gens montent des entreprises de presse qui n'ont même pas de capitaux et qui ne font rien. Ces entreprises sont dans les sacs. Et ils sont à la merci des capitalistes comme Hervé. Tu comprends? Oui, justement. Donc, il faut tout simplement constater qu'au jour d'aujourd'hui, le Cameroun amorce sa marche en arrière en matière de liberté de la presse. De 131e à 135e aujourd'hui, il faut dire que nous régressons, nous reculons, nous marchons en reculant. Autre chose, ce sont des procès impliquants. J'ai l'impression, Hervé, que vous avez profité évidemment de la pluie ou du torrent pour faire le procès de la presse. Mais en matière de liberté, qui est le garant des libertés? C'est pas la presse. La République est le garant de la liberté, mais nous sommes les acteurs de cette garantie, vous comprenez? Donc, les uns les autres, il faut que nous ayons une exigence morale. Il ne faut pas dénaturer les faits. Et c'est la raison pour laquelle je ne supporte pas les politiciens qui viennent faire de la réclame, comme dans une église de réveil. Quand Max Wabo dit quelque chose qui est pertinent pour le Cameroun, ce n'est pas parce qu'il est MRC que je dois être a priori contre. Il faut que nous soyons dans cette société. La presse aujourd'hui, par certains articles, ne reflète pas ni le sens de l'histoire, ni la réalité. Elle veut fabriquer des héros qui n'existent pas. C'est de l'imposture. On ressort. Que faire pour avoir une presse saine, sereine, libre? Sanctionner les pourris qui sont à l'intérieur et faire en sorte que l'État garantisse la liberté à ceux qui font leur métier. Maître de Dio. Les patrons de la presse doivent être sérieux, payer véritablement leurs collaborateurs. Le CNC, c'est ça, le Conseil national de la communication, doit cesser d'être politisé. Effectivement, jouer son rôle de veille, de recadrage en termes de déontologie. Troisième chose, les journalistes doivent, je dis ceux qui ont la carte, je ne dis pas les chroniqueurs qu'on nous appelle, les animateurs qu'on nous appelle journalistes partout, les journalistes doivent cesser de faire dans la presse alimentaire. Vous allez dans une les journalistes doivent cesser d'être aux ordres, puisque ça n'avance véritablement pas. Si j'ai quelque chose contre Marc Wabo, j'appelle un journaliste que je connais de la place et toute l'émission, c'est le laver. Ça n'avance pas, effectivement. Donc, je pense pour ma part que ces 4 propositions, la 5e serait d'augmenter le budget de financement de la presse. 200 à 300 millions, c'est peu. Parce que vous avez beau dire qu'on a au moins 250 radios, 40 télévisions, mais mon cher Emmanuel, ce n'est pas toutes les radios qui les reçoivent. Ce n'est pas toutes les radios qui les reçoivent. Donc il faut encore faire un tri. Et le tri est souvent fait. Le tri est souvent fait suivant la ligne éditoriale de ces radios-là. Quand vous créez votre entreprise, ce n'est pas l'État de venir vous donner le capital. Mais à partir du moment où l'État supprimez donc ça. Supprimez donc. Je n'aime pas l'assistanat. Tu venais de dire là, tu es pour une augmentation. Tu venais de dire là. Bon, tu comprends que tu es dithyrambique. Au stade actuel, on doit avoir un soutien au développement de la presse. Mais par définition, dans une société de liberté, celui qui prend le risque, et c'est un risque de création d'une entreprise, doit assumer ce risque. Celui qui crée un organe de presse, celui qui crée un organe de presse, vous permettez, celui qui crée un organe de presse n'attend pas les capitaux de l'État, mais l'accompagnement de l'État. C'est ce qu'il faut faire. Par exemple, Max Wabo, pour terminer, et puis retirer la publicité. Dernière prise de parole, Max, et puis Jacques Bertrand. C'est quoi le CNC, qui prend souvent des décisions à géométrie variable. Ça veut dire qu'on prend une décision contre un journaliste, d'accord, pour certains faits. Les décisions du CNC sont toujours motivées, donc ce n'est pas des décisions en l'air. Non, il faut que ça s'applique. Nous avons vu des chaînes où le CNC a été incapable justement de le faire. Mais on a vu le CNC avec une autre chaîne, je vous en prie, on a vu le CNC avec une autre chaîne basée ici à Douala,
venir même avec des scellés pour CNC. empêcher les gens d'entrer. Le Afrique CNC, Média. non, Afrique Média. le CNC. Afrique Média. Ah bon? Mais de l'autre côté, on n'a jamais appliqué. Tu y vas souvent? Non, on n'a jamais appliqué de l'autre côté. De quel côté? À Yaoundé, on n'a jamais De appliqué. quel côté? Vous connaissez le côté. Bravo, Vous avez terminé. De ton côté, Jacques Bertrand. côté des tes médias. Comment on peut proposons faire? des médias RDPC. Il connaît les médias. Il n'y a pas de médias RDPC. Si, Il n'y a pas l'action. Nous, au PCRN, nous proposons de libérer la presse, de renforcer la régulation au niveau des organes de presse et de rendre le Conseil national de la communication plus légitime. Il faudrait que dans cette institution étatique, qu'il y ait des pairs, c'est-à-dire des journalistes qui ont une certaine expérience, qui puissent déjà faire une sorte de conseil de discipline chaque fois qu'un journaliste est étiqueté comme étant une personne qui s'égare des objectifs ou alors des canaux de la profession. Maintenant, il est important que l'aide à la presse soit réajustée pour qu'on ait une presse un peu plus crédible et des journalistes qui peuvent vivre véritablement de leur métier. Il faudrait également que les patrons de presse respectent véritablement leurs employés parce qu'on a l'impression que les patrons de presse, vous voyez un patron de presse, il roule carrosse, mais tous ses employés ont 11-12 mois d'impayés de salaire. L'autre chose, il y a une autre forme de communication que l'on a tendance à négliger, c'est la communication cybernétique. Et il est important que les fake news qui sont sur Internet et tout, que l'État pense à réguler tout cela. Que chaque fois qu'il y a un fake news, non mais il y a l'article, il y a un organisme qui lutte, qui encadre. La loi, c'est vrai. Voilà, donc il est important que, parce que quand vous allez sur Facebook, vous pouvez lire tout et n'importe quoi. Oui. Pourtant, il faudrait que cela soit encadré véritablement. Comment vous pouvez encadrer les brigades du MRC dans les réseaux? Merci. Vous avez vraiment un problème. Oui, il y a un problème, dit la vérité, il peut écrire. Parce que moi, je suis vacciné. Non seulement il y a des fake news, il y a également du tribalisme. Et ainsi de suite. Cela n'est pas bien pour la démocratie au Cameroun. Merci mon cher pour l'invitation. Encore un plaisir d'avoir été Emmanuel Com, au milieu de tous ces partis. Jacques Bertrand. C'est le PCRN qui est honoré de votre invitation. Marc Swabo et à vous également à la maison. Merci d'avoir suivi cette autre édition de Cartes sur table. Bonsoir et à mardi.